Bonsoir les Christ Lovers et bienvenue sur cette chaîne, la plateforme qui équipe de nouveaux convertis pour qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons sur le plateau deux charmantes dames qui vont nous édifier par rapport à un sujet très particulier qui est le sujet de Maman dis-moi tout, deux points. Comment éduquer son fils ou sa fille pour le mariage. Donc, en tant que maman qui donnons vie, nous avons soit un sexe masculin, soit un sexe féminin. Et nous voulons savoir comment est-ce que nous pouvons grandir, quelle est l'éducation que nous pouvons bénéficier. Nous en parlons tout de suite après le générique. C'est parti, let's go. Bienvenue sur le plateau de The Christ Lovers. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes sur un plateau avec deux charmantes invitées. Ce sont mes mamans. Donc une à ma gauche qui est appelée Ma. Donc c'est ma maman biologique. Bonsoir maman. Bonsoir. Voilà. Et sur ma droite, nous avons maman. Donc il y a Ma et maman. Donc quand je vais m'adresser à chacune, vous devrez savoir qui c'est. Et maman ici à côté, c'est ma maman adoptive, ma maman par alliance, la maman de mon époux. Bonjour maman. Bonjour. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui avec ces deux charmantes dames. Elles ont toutes reçu, chacune d'entre elles, des éducations différentes et elles ont donné la vie à 4 et 5 charmants enfants. Donc chacune de son côté, elles ont fait beaucoup d'enfants, le Seigneur les a bénis dans ce domaine-là. Et nous avons besoin de leur expertise aujourd'hui, nous avons besoin de leur sagesse pour nous équiper, pour savoir comment est-ce que justement nous devons éduquer les enfants, l'enfant masculin, féminin, dans le contexte du mariage. Bien évidemment, maman ici à ma gauche, à ma droite, a donné la vie à mon charmant époux, hein, bien évidemment, que j'ai épousé aujourd'hui. Et il me bénit vraiment, maman, hein, donc vraiment, il est très, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et nous voulons donc comprendre comment est-ce que, justement, on éduque son enfant et comment est-ce qu'on peut éduquer son enfant dans la pensée que demain, après-demain, il va se marier. Mais avant ça, on va d'abord vous présenter. Je donne la parole à maman d'abord. Maman était d'abord dans le cadre de profession. De profession, tu étais Professeur de lycée, enseignant les sciences de la vie et de la terre. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'elle a fait c'est ce qu'elle était de profession. Et aujourd'hui, en tant que reconversion professionnelle, tu es coach. Je suis animatrice socio-culturelle, tout public et coach de santé bien-être. Coach santé bien-être et auteur. Auteur d'un livre. Oui. Qui m'a été inspiré. C'est en tout cas c'est un livre inspiré par Dieu. Amen. Comme une révélation. Et le titre c'est Ce cancer. Oui. Nous l'avons ici. Le livre, nous l'avons là. Donc, elle est auteure. Ce cancer, rendez-vous d'amour. Ce rendez-vous d'amour insoupçonné. Donc, c'est une biographie, hein, maman Joséphine Lassam, c'est une biographie. Elle raconte son parcours justement de comment est-ce qu'elle a vaincu le cancer avec la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et tout ça, vous retrouverez ça ici, c'est un témoignage. Vous serez énormément bénis. Alors, maman, avant tu as fait la présentation, tu as donné vie à combien d'enfants toi-même? J'ai donné vie à 5 enfants. À 5 enfants, dont l'aîné est un garçon. Voilà. Qui est ton époux. Effectivement, le seul garçon. Puis, le Seigneur a repris un enfant. Ah, d'accord, ok. Troisième enfant, bon. Le Seigneur a donné, il a repris. Le Seigneur a donné, il a repris. Et aujourd'hui, elle se retrouve avec 4 enfants, mais il est le seul garçon parmi 3 jeunes belles dames. Voilà. Et donc, à ma droite, nous avons donc Ma. Donc, tu vas te présenter. La profession que tu avais dans le temps était? J'étais cadre contractuel d'administration. Et aujourd'hui, de reconversion professionnelle, tu es? J'ai pris ma retraite, je suis conseiller municipal dans ma commune et je suis coach bien-être. Coach bien-être. Donc, toutes ces mamans, elles ont donc multiples talents, elles sont multitalentuelles. Donc, on va revenir donc en tant que deux belles dames, quand vous étiez dans votre jeunesse, vous avez grandi dans le cadre familial et les valeurs vous ont été transmises. Mais on veut d'abord comprendre si les valeurs et les cultures qui vous ont été transmises étaient de base chrétienne. Est-ce que vous avez grandi dans un contexte chrétien ou pas? Qui veut prendre la parole? Ok, maman Joséphine. Oui, effectivement, j'étais dans un contexte chrétien et la principale valeur c'était l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Oui, il fallait aimer le prochain. Même s'il y avait des disputes, mais il fallait absolument pardonner et vivre avec cette personne. C'est-à-dire on aimait, il fallait savoir partager ce que tu as, savoir être servi des autres.
malgré tout, oui, au service des autres, ça c'était La valeur la valeur principale. principale. Aimer l'autre et recevoir, surtout quand quelqu'un vient chez toi, tu as obligation de lui donner à manger, de regarder, de t'occuper de lui en fait. L'hospitalité. L'hospitalité, c'est-à-dire être aux petits soins. Être bienveillant. C'est ce que nous on a appris depuis. Même si tu n'as pas beaucoup, tu donnes le peu que tu as. Et parfois, à t'en défaveur, parce que quand tu donnais à manger et qu'après tu n'as plus à manger, bon, tu as d'abord servi la personne qui était libre, la personne qui avait faim à ce moment-là. Donc c'est ce que nous on a appris. Donc c'était faire passer l'autre avant. Oui, l'autre, oui, avant. Et maman, dans le contexte dans lequel tu as grandi, quelle est la valeur qu'aujourd'hui, quand tu regardes avec le recul, qui a prédominé justement dans ton éducation? C'était, comme disait maman Joséphine, l'amour. L'amour, vraiment? Oui, parce dans cette que époque-là. nous avons vécu une époque où l'enfant était l'enfant de la communauté. La maman n'existait pas. Nous étions les enfants de plusieurs mamans dans la concession. Dans le quartier où on se trouvait. Et tu pouvais quitter pour aller manger chez une autre maman. Tu te sentais à l'aise. Donc le partage, l'amour, la convivialité et le vivre ensemble, comme prône aujourd'hui, ça a commencé depuis. Moi, j'ai grandi avec les Segundo, les Bamileke, les Douala. Je me sentais chez moi. Voilà. Donc l'amour était vraiment ce trait de caractère qui a prédominé dans nos vies. Et il faut savoir que Ma parle bien les Wondoé. Quand on partait souvent au marché, elle appelait Macarwana, hein, donc voilà. Donc elle parlait pour négocier les Wondo, donc on va vous dire. Et au jour d'aujourd'hui, donc quand vous avez, bon, on ne va pas arriver au jour d'aujourd'hui, mais quand vous avez transcendé justement dans votre âge adulte et qu'il a fallu que vous vous mariez, comment est-ce que ça s'est passé donc lorsque vous avez donné vie? Pour l'éducation que vous avez donnée à vos enfants, quelles étaient les valeurs que vous vouliez les transmettre et qui étaient importantes pour vous que vous transmettiez? Tu veux prendre la parole? Moi, je vais d'abord relever ici que la jeune fille, quand elle grandit, elle est déjà préparée pour le mariage. Mais est-ce que quand tu voulais donner vie, tu voulais... L'éducation que sa mère lui donne, c'est une éducation qui l'appelle déjà à une certaine responsabilité, à vivre une certaine vie en société, en communauté. Parce que quand la jeune fille doit aller en mariage, elle quitte sa famille pour aller dans une autre famille. Donc, on te donne des enseignements. Peut-être tu peux gaffer, on te dit, c'est pas ce que tu iras faire là-bas dans la famille où tu iras en mariage. Ça t'appelle donc maintenant à avoir un style de comportement. Il y a déjà ça. Que tu as comme stock d'éducation de base. Ok. Mais est-ce que quand vous entrez dans le mariage, vous saviez que vous allez avoir des filles ou des garçons? Est-ce que vous avez déjà des prérequis? Parce que toi, tu as grandi avec 2 frères. Moi, j'ai grandi avec 2 frères. Oui. Et je n'ai fait que des filles. Et tu n'as fait que des filles. Et maman, ici à ma droite, elle était la seule fille à sa maman avec plein de frères. Donc, la dynamique même familiale, est-ce que ton éducation, quand vous regardez aujourd'hui, l'éducation que vos frères ont reçue et l'éducation que vous avez reçue était différente? Et quelles étaient les différences quand vous regardiez, quand mamie t'éduquait et éduquait les tontons? Est-ce qu'il y avait une différence que, bon, toi, voilà les tâches que tu dois faire? Ou bien, Mara, est-ce que toi, tes frères, c'était que, bon, eux, ils ne doivent pas faire ceci? Est-ce qu'il y avait cette ligne-là? Ou bien c'est tout le monde qui faisait tout? Donc, qui veut prendre la parole? Tu prends la parole? Moi, je te fais. Ok. En tout cas, chez moi, ma mère ne faisait pas de différence. On faisait la même chose. On faisait préparer, écraser sur la pierre. Les garçons étaient comme les filles parce qu'ils préparaient autant que tout le monde. On ne faisait pas de différence. Et moi, je devais me battre pour occuper ma place parce que comme c'était les garçons, ils étaient écrasants. Et du coup, il fallait que je me batte pour sortir du lot. Et ça a été toujours comme ça parce que, bon, aujourd'hui, je suis leur leader parce que c'est maman est partie. Du coup, avant même de son vivant, j'avais toujours été au niveau de les diriger un peu, de les diriger dans la souplesse. Parce que c'était trop brut et moi, je dirigeais toujours dans le truc plus doux. Et ma mère disait que, voilà, suivez cet enfant, suivez votre maman. Elle appelait votre maman, parce qu'elle appelait la mère, votre mère, suivez-la. Donc, et j'étais comme ça. Bon, c'est pas la grâce de Dieu, parce que en fait, mon leadership était naturel. Waouh, oui. Donc, naturellement, dans le cadre de rassembler et de diriger. Waouh. Emma, comment toi, ton leadership alors, quand tu regardes, parce que tu étais l'aîné, tu es l'aîné de la famille, et justement, avec tes petits frères, justement, est-ce qu'il y avait, quand tu regardes avec Bombo, il y avait une différence dans l'éducation des hommes, des frères, de tes frères et de toi et tes sœurs? Déjà qu'il faut relever que moi, j'ai eu une éducation qui est pratiquement différente. Parce que mon père m'a donné une éducation d'homme. Oui, j'ai été façonnée comme un homme. Et il prenait plutôt ses garçons
comme des filles parce qu'ils n'ont pas eu la même éducation que moi. Wow. Et du coup, j'étais amenée à être responsable très jeune. Mais quand il s'agit de l'éducation dont tu veux parler, à la maison, il y avait des tâches que mes petits frères ne pouvaient pas faire. Parce que ma mère a une éducation selon laquelle l'homme ne doit pas entrer à la cuisine. Wow. Okay. Donc, mes petits frères n'ont pas appris à préparer. Mais par contre, ils faisaient d'autres tâches ménagères. Notamment, à l'époque, il n'y avait pas l'eau de la SNEC, on puisait l'eau de source, donc notamment aller puiser de l'eau, fendre le bois, laver le sol. La jeune fille était là pour aider sa mère à la cuisine, à faire la lessive. Voilà. Donc c'était ça, balayer la cour, saquer la cour. Et parfois, on allait faire des travaux champêtres. Wow. Donc les contextes sont bien différents. Dans le cas de maman, c'est tout le monde faisait tout. Les hommes aussi entraient à la cuisine, tout le monde faisait tout. Parce qu'en fait, c'était les aînés. Moi, je n'étais pas l'aîné, c'est la différence parce qu'elle était l'aînée. Alors que moi, j'étais quatrième. Donc du coup, c'était normal que tous font. Oui, que tout le monde faisait la même, préparée parce que ma mère était sévère. Elle donnait la direction. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et du coup, quand je suis née, bon, c'était la fête pour elle, mais elle n'a pas... On faisait la même chose. Je n'avais pas Laurent, j'étais en mi-chemin, donc j'étais pas ni devant ni derrière. Et maintenant, quand vous êtes entré dans votre mariage, donc bon, je sais, le sexe de l'enfant ne se détermine pas, c'est voilà, tu tombes enceinte et puis tu accouches. Est-ce que vous aviez déjà une idée de comment est-ce que vous vouliez, de l'éducation que vous vouliez donner à vos fils et vos filles? Aujourd'hui, maman, tu as ton fils. Est-ce que tu avais justement cette pensée que bon, mon fils là, voilà comment est-ce que je vais le mettre, il va faire la cuisine comme tes frères et toi, vous avez grandi? Comme il n'y avait que des filles, en majorité, c'est ça le complexe. Et puis du coup, on a d'abord voulu le faire comme s'il était particulier. Après, je me suis dit non, c'est pas normal, on ne peut pas le faire particulier. Il faut qu'il apprenne aussi à préparer, à faire des choses comme les autres. Mais c'était pas facile. Et puis, il était le roi de la forêt. C'est longtemps après qu'il a appris à... Quand on l'a détaché pour mettre à l'internat, il se bat pour être au-dessus. Parce qu'il était l'aîné, mais avec la différence d'âge d'1 an, 2 ans, c'était pas assez. Donc, c'était comme si c'était les mêmes personnes. Donc, du coup, c'est quand on a trouvé... Moi, j'ai trouvé avec mon époux, c'est lui qui avait beaucoup plus d'emprise sur lui. Parce qu'il disait que c'est un garçon, il faut qu'il soit correct, il ne doit pas être comme les filles. Mais lui, comme il était parmi les filles, il aimait les jeux des filles. C'était normal parce que l'environnement, oui. Ah, d'accord. Waouh. Donc, mais ça veut dire que, bon, toi, tu viens d'une famille où tu n'avais que des frères, tu étais la seule fille, et lui, il n'avait que des sœurs, il était le seul garçon. Et dans son éducation, il fallait faire attention parce que l'environnement dans lequel il était, c'était enclin à ce qu'il fasse plus des choses de femmes. Okay. Puis on le laissait. Puis j'ai dit, bon, comme c'est un garçon, il ne fait rien. Après, j'ai dit, non, ça ne marche pas. Parce qu'il faut qu'il sache aussi faire quelque chose. Et là, tu lui as donc transmis l'amour de la cuisine et il faisait le ménage et toutes ces choses. Puis on l'a détaché pour mettre ailleurs. À l'internat? Oui. Ok. Pour qu'il se batte là-bas tout seul. Pour qu'il se batte. Pour qu'il soit indépendant et qu'il ne soit pas toujours dit. Papi, on l'appelait trop, papi, on le met en haut. Il pensait lui qu'il était le roi de la forêt. Voilà, dit non. Il faut aller ailleurs. Waouh. Emma, donc toi, le Seigneur t'a béni avec quatre belles femmes aujourd'hui. Maintenant, est-ce que l'éducation que tu as reçue, parce que par rapport à ce que tu nous as donné, ce que toi tu as vécu, de ce que tu nous as raconté, nous on a eu la vie vraiment facile, on peut dire comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui t'a influencé de sorte que nous, on n'ait pas eu à vivre comme tu as vécu? En fait, moi, je dis parce que tu nous as éduqués, mais je veux savoir quel est le changement qui s'est passé pour que tu nous donnes accès, comme on a eu accès là, c'est-à-dire les ménagères et tout ça. Non, il faut d'abord comprendre que j'ai vécu une enfance. J'ai pas vécu mon âge. Tu n'as pas vécu ton âge, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que mon papa m'amenait toujours à être plus responsable par rapport à mon âge. Il t'a fait vite grandir. Il m'a fait vite grandir. Okay. Déjà, quand j'ai eu mon concours d'entrée en 6e, il a préféré que j'aille à Douala. Je me suis détachée de mes parents, j'avais 11 ans. Wow. J'ai vécu là-bas jusqu'en classe de 3e. Ça m'a donné une autre éducation. Quand je suis dans une famille qui était les oncles. Déjà à l'internat, au départ, et après dans une famille qui était une famille amie à lui. Okay. Ça m'a donné une éducation. Je suis rentrée en classe de seconde et l'éducation a continué. Mais quand j'ai commencé donc à avoir mes enfants,
j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, il ne faut pas que je leur fasse vivre ce que moi j'ai vécu. Donc j'étais un peu plus souple. Je donnais maintenant l'éducation d'une jeune fille. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que lorsque la fille a grandi, dans l'atmosphère de garçon, elle a tendance à être masculine et à prendre des décisions, à ne pas se voir dans la peau d'une femme. Wow. Et ce n'est pas bien. Wow. Ce n'est pas bien. Wow. Et donc, on peut donc dire qu'il y a clairement une distanciation entre l'éducation du garçon ou de la fille, ou alors est-ce que c'est une éducation qui doit plutôt être la même? Est-ce qu'il faudrait que dans l'éducation qu'on donne à la fille ou au garçon pour la préparer ou le préparer au mariage, ce soit la même chose pour les deux sexes, ou alors il doit avoir une claire différence? Selon vous, qu'est-ce qu'il doit être et ne pas être dans l'éducation de l'enfant quand on le prépare, quand on l'éduque et qu'on sait qu'il va se marier? Qu'est-ce qu'on doit donc lui transmettre? En termes de même les tâches ménagères, est-ce que ce serait donc bien de mettre tout le monde dans ce même pas? Parce que toi, tu as grandi dans un contexte où tes frères ne faisaient que des choses qu'on dit hommes. Et elle a grandi dans un contexte où c'est tout le monde qui fait tout. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde donc, qu'est-ce qui serait à prendre qu'est-ce qui serait à retenir? Pour moi, je pense que dans un premier temps, quand ils sont plus jeunes, les élèves dans la même chose, les mêmes tâches. Mais pour le garçon, il faut le responsabiliser parce que c'est lui qui sera chef de la famille. Il faut qu'il apprenne à être responsable, à se chercher, à ne pas attendre. Bon, la fille doit savoir aussi qu'elle est aide, donc qu'elle doit aider son mari. Donc elle doit aussi avoir un niveau pour l'accompagner parce que tu ne peux pas accompagner quelqu'un sans avoir le niveau pour l'accompagner. Il faut que tu aies certaines éducations, que tu aies certaines bases, certains backgrounds qui te permettent de l'accompagner positivement dans ce que tu fais. Exactement. Donc, et là, c'est quand il connaît que moi, je suis la fille, je dois l'accompagner, je dois faire ça. Et le garçon sait que c'est lui qui est le chef de famille. Donc, quand il pose un acte, il doit savoir que c'est lui qui sera responsable plus tard parce qu'on vient dans sa famille, c'est lui qui est le chef de famille. Donc, il faut qu'il sache que c'est lui qui doit chercher l'argent, en fait, dans tous les cas. Et que c'est lui qui doit donner la direction à sa famille, comme la direction qu'il veut. Mais sa femme est une aide. On peut demander son avis pour que ça puisse une harmonie. Parce que s'il vient seulement imposer que c'est ça, là, ça creuse, ça fait comme si la dictature. Et du coup, la femme se rétracte et ne dit rien. Et là, ça commence un chaos total, alors qu'au départ, si tu poses la question, même sachant que c'est toi qui as la réponse, tu poses quand même la question, ça lui donne une certaine valeur. Et c'est ça que moi, en tout cas, le père, moi, on doit donner cette éducation, qu'il doit savoir que c'est lui qui a la direction, donc il doit poser des actes, pas qu'il doit être influencé par quelque chose, mais il demande quand même, il cherche l'aide, comment il peut dire ça? C'est-à-dire, il informe, il parle, il discute, parce que ce qu'il dit n'est pas toujours vrai. Il peut demander à sa femme lui dit, voilà, moi je pense que ceci. Il analyse et on prend ce qui est bon. Mais c'est tout, lui, il sait qu'il est responsable. Le responsable ne doit pas être un dictateur. Exactement. Mais vous remarquez aussi que dans notre société, ou bien c'est peut-être culturel, la question du mariage ne se discute pas souvent pendant qu'on grandit. La question du mariage ne se présente même pas, on n'en parle même pas. Les parents n'en parlent pas. Selon vous, à partir de quel âge il faudrait donc dire à l'enfant que voilà, tu es appelé à te marier demain? Parce que dans l'éducation, le jeune homme ou la jeune femme, enfin du moins dans la société dans laquelle on a grandi, c'était plus focus école, aller à l'école, finissez, travailler. Mais la question ne se pose que quand on a déjà trouvé, par exemple, un partenaire. C'est là où on se confronte et on se bute. Nous, en tant que jeunesse, en tout cas, moi, je parle pour ma part. Et on se bute à, non, tu ne devrais pas, par exemple, épouser, tu vois, telle personne. Non, ce n'est pas le moment, finis d'abord tes études, ou fais ceci, fais cela, où on va te donner la femme au village et tout. La question sur le mariage c'est pas discuté. Donc, selon vous, dans l'éducation qu'on donne à l'enfant, à partir de quel âge exactement il faudrait lui dire que, ok, tu es le responsable, toi, tu es appelé à être l'aide de ton prochain, voilà ce que tu dois faire pour tenir ta maison et tout ça. À partir de quel moment, en fait, il faut prendre ces rênes-là et parler de ça à la jeune femme ou au jeune garçon? Voilà. Moi, j'avoue que il y a eu un torse. Parce que l'éducation que nos parents ou donc nos grands-mamans ont reçu, la jeune fille était déjà préparée pour le mariage dès le bas âge. Elle savait déjà. Puisque les jeunes filles se mariaient à l'âge de 15 ans, 16 ans. Donc, elle était déjà préparée à cela. Et ce n'était pas un sujet tabou. Puisque s'il faut le rappeler,
la maman qui éduquait son enfant vendait son image à elle-même. Parce qu'elle se disait que ma fille ne pourra se marier que si j'ai une bonne renommée dans la contrée. Parce qu'on choisissait la femme à cette époque-là. Il fallait se référer à l'éducation de la famille. Est-ce que cette famille est bien? Est-ce que les filles de cette famille sont bien formées? Mais au fil du temps, ça a évolué. L'école est arrivée. Les problèmes de la vie ont imposé le travail. Maintenant, la jeune fille grandit. Il faut d'abord qu'elle fasse ses études. Effectivement. Mais moi, j'ai dit, en faisant ces études-là, elle doit avoir aussi une formation. De comment gérer l'intérieur. Puisqu'elle est appelée à se marier. Hein? Mais la jeune fille, quand on lui donne l'éducation, ne sait pas. Parce que les parents ne disent pas que tu es appelée à te marier. Et c'est là qui amène les parents à dialoguer avec l'enfant. Mais à partir de quel âge donc? C'est là la... Moi, je dirais à partir de 15 ans, la jeune fille doit savoir. Ok, 15 ans. De 15 ans, 16 ans, parce que c'est là où elle quitte la phase de petite fille. Elle commence son adolescence. Oui, parce que là, le mariage peut arriver. Oui, elle peut arriver à 18 ans, elle se marie. Exactement. Donc, il faudra commencer à préparer la jeune fille à cette idée de mariage et comment se comporter dans le mariage et quel est son rôle. Exactement. Quel est son rôle? La question du rôle. Exactement. Parce qu'effectivement, la parole de Dieu dit, les jeunes filles sont appelées à se marier, à avoir des enfants et à tenir leur maison. Oui. Donc, le mariage, c'est d'abord une éducation à la base. Donner les enfants, c'est aussi la question de la parentalité. Comment est-ce qu'il faut élever et encadrer les enfants et à bien tenir leur maison. Donc, ça veut dire que ça, c'est les 3 pans que les parents que nous sommes appelés à être ou que nous sommes. C'est les 3 volets, on peut dire. Le Seigneur nous donne déjà les 3 volets, les 3 piliers que, par exemple, pour la femme, elle doit, comment on doit l'encadrer et l'enseigner. Et on peut dire aujourd'hui que vous avez fait un très bon travail. Je ne sais pas, c'est à vous de me dire quand vous venez ici à la maison, est-ce que... Il y a un côté spirituel qu'on n'a pas évoqué. Lequel? Vas-y. Elle dit un côté spirituel. Le côté spirituel, c'est amener l'enfant à avoir une relation personnelle avec son créateur. Exactement. Oui, il ne faut pas oublier. Faut pas oublier que c'est ça qui fait la force même de la vie. Puisque quand on n'a pas de référence, on est amené à faire n'importe quoi. Exactement. Dans le mariage, ce n'est pas le tapis. Exactement. La jeune femme devra savoir que elle aura à faire face à certains challenges. Et à qui se référer? Au Seigneur. Donc, ça veut dire que la valeur même culturelle, puisque la valeur spirituelle que vous avez reçue, on peut dire que ça a joué un grand rôle dans notre éducation. Ça a beaucoup joué, ça a beaucoup joué. Est-ce que la valeur spirituelle a joué un grand rôle dans l'éducation que tu as donnée à mon mari aujourd'hui et à toutes ses sœurs? Oui, mais toi, tu dois le dire, puisque tu vois. La question n'est pas à me poser. Parce que tu constates ça. Non, je constate. On parle du constat. Ça veut dire qu'en fait, ce qui n'a pas été dit, c'est que on ne parlait pas du mariage, mais on le préparait sans discuter du mariage, ce qui n'est pas, je trouve que c'était une erreur, une faille. Parce qu'en fait, il faut dire pourquoi on veut qu'il fasse comme ça. Oui, il faut le dire, il faut dire. Et en fait, et puis aussi l'orienter dans le sens que, parce qu'aimer, bon, c'était un âge à la puberté, surtout à la puberté, déjà, ils s'affirment, la jeune fille, c'est la même chose, ils changent de comportement, ils veulent s'affirmer. Donc, du coup, c'est en ce temps-là qu'il fallait parler un peu avant, parce que parfois, à cet âge-là, ils ne t'écoutent plus, ça va être plutôt un conflit entre les parents. Alors que si tu avais pris la peine de lui dire un peu avant, il se souviendrait et puis le conflit serait moins intense. Donc, du coup, et lui montrer qu'il faut qu'il cherche elle ou il trouve quelqu'un qui a aussi la crainte de Dieu. Parce que si il faut déjà ça c'est pas la même religion, je dis la crainte de Dieu. Il peut avoir la crainte de Dieu sans être catholique, protestant ou quoi que ce soit, mais ils ont la crainte de Dieu. Et ça, c'est déjà un début pour un mariage basé sur le Christ. Parce que si tu n'as pas la crainte, si tu épouses quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, n'importe comment, à un certain moment, ça ne marchera pas. Déjà que même quand c'est basé sur la crainte de Dieu, il y a toujours des problèmes. Chacun est humain à certains moments. Mais à cause du fait de l'éducation spirituelle bien ancrée, on se dit, mais quel fruit je suis en train de produire là, c'est le fruit de l'esprit ou bien le fruit de la chair. Bon, là, il fallait qu'il ait une éducation. S'il n'a pas eu d'éducation, comment est-ce qu'il pouvait arriver à ça? Il ne pourrait pas arriver. Et c'est notre rôle. Ça dit d'ancrer, ça dit qu'en même temps, tu l'éduques spirituellement surtout. Et en fait, et d'autres choses s'ajoutent là. Parce que quand on parle de l'amour, l'amour, il y a des gens qui l'amour, c'est pas aimer. Ça dit l'amour, il y a une phrase que j'ai trouvée quelque part, on disait que c'est aimer, ça dit que pardonner, c'est la preuve
qu'on a aimé. C'est-à-dire quand tu arrives à pardonner, c'est vraiment la preuve de l'existence de l'amour. Quand tu as pardonné. Parce que si tu ne pardonnes pas, franchement, tu n'as jamais aimé. C'est n'importe quoi. Trop bien, voilà. trop bien, trop bien. Ça mérite un applaudissement vraiment pour ça. Donc, et pardonner, c'est la preuve que l'amour existe. Oui, parce que sinon, parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Et le pardon, c'est quelque chose, comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire que quand tu pardonnes, c'est toi qui te libères. Quand tu pardonnes, tu ne sais pas parce que la personne a être juste, exactement. Mais c'est pour avancer. Et le Seigneur dit, dans notre Père, on dit, pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc si quelqu'un t'a offensé que tu ne pardonnes pas, comment tu veux que Dieu te pardonne? Tu ne pourras pas te pardonner. Donc si l'enfant a cette... Parce que quand on récite, il ne faut pas réciter le Notre Père, il faut décortiquer avec les enfants, leur poser la question. Oui, dit que bon, quand tu notre Père qui est aussi pardonne, ça veut dire quoi? Tu expliques. Et puis ils comprennent. Donc avec ça, cette approche, c'est plus tard que j'ai compris ça. Moi, on récitait et maintenant, avec mon expérience personnelle, en tant que grand-mère, moi, je pense que je veux inculper ça aux petits-enfants. C'est-à-dire le fait de savoir pardonner, là, c'est-à-dire que notre Père, là, c'est quoi? Il faut que tu saches que cette fois que tu dis, tu dois pratiquer, tu mets en pratique comment dans ta vie, comment tu mets l'amour, l'amour que tu dis trop important, aimez-vous les uns les autres, comment tu montres ça, comment c'est palpable dans la vie quotidienne, comment tu montres à ton prochain que tu as aimé. Donc c'est le pardon là, c'est pour ça que je parle de pardon. Parce qu'à chaque moment, on s'insulte, à chaque moment, on s'énerve, à chaque moment, il y a quelque chose, on dit celui-ci a fait ça, on critique. Parfois, maintenant, j'ai compris, on juge. Nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un. C'est-à-dire quand tu juges, c'est ton ego, c'est ça. Moi, je parle de l'ego parce que quand tu as l'ego, tu dis que pourquoi il a fait ça, je ne peux pas. C'est moi qui devais. Non, tu dois taire ton ego et pardonner, c'est-à-dire que pas parce que la personne a raison, mais parce que tu veux te libérer, parce que tu vas avancer, parce que tu vas être avec le Seigneur. Amen. Ça, vraiment, ça clôt tout. Et puis, donc, de toutes les façons, l'importance, c'est vraiment la base spirituelle qu'il faut donner à l'enfant parce que c'est ça qui détermine. Et comme maman disait tout à l'heure, et je vais rebondir dessus, c'est qu'elle a dit, si j'avais dit avant, donc ça veut dire qu'à l'adolescence, l'enfant s'affirme déjà. Et donc, l'éducation, c'est avant même, peut-être c'est 10 ans qu'il faudrait donc lui inculquer ça, c'est ça? Oui, donc, avant, quand il est encore souple, qu'il faut déjà parler. Oui, il dit que voilà, on fait comme ça, on fait ça comme ça. Parce qu'après ça, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a les conflits entre les parents. Quand tu parles, elle fait comme ça, là, mais tu t'énerves et tu la bats. Tu ne résous aucun problème. Tu ne résous rien. Au côté, tu crées la fossé. Et comme ça, que c'est l'an dehors, oui, c'est l'an dehors. Et puis après, tu n'as plus accès du tout. Alors que si tu avais pris la peine de lui dire que comment on fait comme ça, voilà. Est-ce que tu as bien compris? Oui. Puis il faut te rassurer que ce que tu as dit et qu'il a mis en pratique dans sa vie. Exactement. Qu'il est en train de mettre parce que tu suivais. Voici l'as mis. Parce que si tu dis seulement, tu t'en vas. Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas parce qu'il y a l'éducation aussi. Donc ils regardent la télé, ils ont des amis, tout ça. Donc maintenant, c'est très. À notre époque, c'était pas compliqué. Maintenant, c'est très compliqué d'éduquer les enfants parce qu'il faudra vraiment que tu aies l'œil. Oui? Surtout qu'ils sont exposés maintenant aux réseaux sociaux avec les tablettes et les téléphones. Tu vas faire comment? Tu ne peux rien. Donc il faut trouver le temps de causer avec les enfants. Il faut trouver le temps de parler. Moi, j'ajouterais encore. L'enfant, même à bas âge, doit déjà voir comment est-ce que les parents vivent, tout à fait, le modèle. Donc, si vous priez, vous avez une base spirituelle solide. Vous amenez les enfants à l'église, parce que la parole de Dieu même dit d'amener les enfants à l'église pour que demain qu'ils ne se trompent pas de chemin. Donc, l'enfant est déjà un peu modélé sous un canevas. Maintenant, même si l'aspect extérieur arrive à influencer, il ne sera pas totalement influencé parce qu'il a déjà reçu une base. Il a reçu cette base et le Saint-Esprit faisant son œuvre ne pourra pas permettre que l'enfant se dérape. Soit détruit. L'enfant peut déraper, mais le son marqué déjà va le ramener. Amen. Oui, je vais ajouter autre chose même. Parce que quand elle a dit là, ça attire mon attention. Parce que quand on dit jeune là, parce que même le bébé, il voit l'amour. Quand tu cries, waouh, là. Il voit aussi. Et c'est ça qui peut restituer plus tard. Donc, qu'il faut apprendre à être doux. Même si tu es énervé, ne crie pas à côté de l'enfant. Ne crie pas sur ton conjoint, ta conjointe, à côté de l'enfant. C'est ça qui va rester dans sa tête. Et il aura cette tendance à refaire ça parce qu'il trouvait que c'est ça qu'il a vu. Il était plus jeune. Quand tu le vois tout petit comme ça, il voit les choses. Donc, du coup, il faut faire très attention. Très attention. Dès que l'enfant est bébé, cet amour-là, quand vous chantez ensemble, faites tout ensemble, lui-même, et parlez avec une douceur. C'est cette douceur-là qui va accompagner l'enfant
plus il grandit, il est déjà imprégné de la douceur. Et ça, c'est un élément de fruit de l'esprit. Exactement. Oui, exactement. c'est pour ça que je dis maintenant, nous, on a eu beaucoup de failles. Mais nous, on voudrait que nos enfants corrigent. Nous, on voudrait vous aider maintenant aujourd'hui à accompagner nos petits-enfants vraiment dans ces conditions-là. Parce que nous, on n'avait pas trop vu. C'est avec l'expérience qu'on a dit, il y a des choses qu'on a faites et qui a influencé sur la vie des enfants. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut faire des choses. C'est-à-dire que ce que tu fais devant les enfants, c'est la valeur que tu veux transmettre. Exactement. Tu ne peux pas faire quelque chose, le contraire devant et vouloir lui transmettre autre chose. C'est-à-dire que toi, moi, j'ai jamais fait ça. C'est vrai, mais c'est vrai. Un jour, j'ai dit aux enfants, on s'arrête pas, on s'arrête au feu. Quand le feu est rouge, on s'arrête. Après, moi, je dis pas, maman, tu es passé au feu, on s'arrête. C'était la honte, moi, je dis, non, mais on n'insulte pas les gens. Tu passes le chauffeur, tu dis, fous le camp. Non, on ne dit pas ça, maman. Tu as dit qu'on ne dit pas. Donc, nous-mêmes, quand on dit ce qu'on dit, il faut mettre en pratique. Et c'est ça qui va les aider. Parce que si tu dis le contraire, tu t'attends à quoi? Non, mais. C'est pas confus. Oui, c'est confus. Confus. Et là, on n'a pas eu le temps. Non, peut-être. Une fois, je reconnais ça. Oui, mais moi maintenant, là, je dis oui, j'ai des choses que j'ai faites et que je n'aurais pas dû faire si j'avais été mieux ancré dans la parole de Dieu comme aujourd'hui. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire parce que je devais, l'humilité, même l'humiliation, je devais me faire ne pas faire ça. Mais en ça, là, on dit, et puis ça n'a donné rien. Oui, c'est ça, je dis, bon, Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour donner ça aux enfants. Amen. Aux enfants qui ne sont pas tes enfants, des enfants que tu rencontres sur ton chemin, que tu peux aussi donner cette... Influencer, pas ton comportement, parce que quand on te voit, c'est toi, c'est pas dit avec la bouche, c'est ce que tu fais qui attire. Oui. Qui donne le caractère. Voilà. C'est le caractère qui influence, c'est le caractère qui détermine, c'est le caractère qui inspire. Et donc vraiment c'est sur cette note qu'on va s'arrêter effectivement parce que le caractère c'est ce qui inspire. Et donc s'il y a des valeurs à retenir aujourd'hui, c'est l'amour, c'est l'humilité, c'est quoi d'autre? J'ai dit le pardon. Le pardon. Implique surtout pas aimer. Exactement. C'est le pardon qui fait exister l'amour. C'est ça. C'est la preuve de l'amour. Le pardon est la preuve de l'amour pur. Quand tu ne pardonnes pas, c'est qu'il n'y a jamais eu d'amour. Ça, il faut mettre le pardon au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oui. Et l'enfant doit grandir avec cette connaissance que l'amour implique le pardon et il faut aussi l'humilité. Donc maintenant, dans le cadre du garçon, c'est le leadership. Il est appelé à lead, à diriger, à être responsable sans toutefois avoir la mentalité d'écraser sa conjointe. Et la femme, la jeune femme doit être éduquée dans le sens de la soumission, de l'écoute et justement dans les trois piliers de l'aide. Voilà. Et dans l'axe de l'accompagnement pour aider son époux, quelle que soit la vision que le Seigneur leur aura donnée. Waouh! Amen! Vraiment, maman, nous avons été vraiment bénis. Comment est-ce qu'on peut nous contacter, maman Joséphine? Comment est-ce qu'on peut te contacter pour ton livre, en fait, ce cancer, ce rendez-vous d'amour insoupçonné? Comment est-ce qu'on te contacte si on veut acheter ce livre? Les contacts? Les contacts. Je sais pas, sur Amazon. Ok, le livre se trouve sur Amazon et nous allons aussi mettre le numéro de téléphone de la bibliothèque Bookelist ou toute bibliothèque où vous allez retrouver justement le livre en France. Et vous sera... Voilà. J'ai une librairie, mais voilà. Comme c'est au début, c'est juste sortir ce livre, c'est comme un témoignage. C'est un témoignage qui est comme un support d'évangélisation. Exactement. C'est un support d'évangélisation. Exactement. Et il faut savoir que justement, le coaching que maman fait, c'est dans le contexte diabétique et cancer de la moelle des os. Exactement. Exactement. Le myélome, c'est un cancer de la moelle des os. C'est de ça que je parle. Et c'est exactement. De ça qu'est né ce pardon. Parce qu'en fait, ça cause du pardon que le Seigneur, parce que ce que j'ai reçu comme révélation, le jour où j'étais au plus mal de moi, où tout le monde savait que je n'allais pas m'en sortir, j'étais au plus mal. J'ai reçu les 5 mentions et c'est dans cette nuit profonde où j'ai reçu une voix me disait, Joséphine, pardonne, tu témoignes. Pardonne, tu témoignes. J'ai tourné en rond pendant des heures et des heures. Après, j'ai quand même écrit. Le matin, je vois, je pardonne. Tu témoignes, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça, cette histoire? Pardonner, témoigner, quoi? Et après, comme j'ai beaucoup d'enfants prêtres que je comprends pas, quand j'ai demandé, ils ont dit, maman, c'est un appel de Dieu. Tu dois écrire. Je dis, écrire quoi? On te dit que de réfléchir. Est-ce que tu n'as pas des gens, justement, avec ma maladie, j'avais trop de gens attachés dans mon cœur. C'était comme
un truc que j'avais porté sur Un poids. un poids. J'avais une besace qui avait tous les trucs dedans qui pesaient. Quand j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment le faire, accompagne-moi. Et quand j'ai dit ça, ça s'est apaisé et ma santé a commencé à aller mieux. Je commençais, même le médecin était étonné. Amen. Aujourd'hui, j'ai compris. Ce n'est que cette année que j'ai compris même ce que ça voulait dire. Pardonne-moi. Ça veut dire le Seigneur me disait, Joséphine, pardonne d'abord, libère ton cœur, libère les gens que tu as attachés. Et moi, j'interviens, je te guéris et tu témoignes. Exactement. Et voilà cela, le témoignage, effectivement. Et elle est déplacée justement aussi dans beaucoup tu es invitée dans beaucoup d'interventions, de conférences. Parce voilà, pour accompagner non seulement les personnes, mais aussi pour montrer que tu es on appelle ça quoi? Un miracle. Une miraculée, parce que beaucoup meurent de cette maladie. Et justement, elle propose des accompagnements dans le contexte de ceux qui vivent pour mieux vivre avec justement le miel de l'homme et le diabète pour ceux qui souffrent de diabète. Et maman ici présente, ici, justement, elle est accompagnatrice bien-être, c'est elle qui donne des conseils. Elle toutes les deux, nous donne des conseils, comment manger sain, voilà, comment s'encadrer le corps et tout ça. Et comment rester jeune. Voilà, comment rester jeune. Malgré l'âge. Exactement. Donc ça, c'est l'accompagnement de Donc si vous voulez rester jeune malgré votre âge, vous pouvez la contacter aussi. C'est sur ce que nous allons terminer. Nous vous disons donc rendez-vous pour la prochaine édition et on se dit à la prochaine. Au revoir.